c'était la première fois qu'on consacre une session à la transition carbone. Pour une très bonne raison, c'est que c'est un sujet qui a émergé dans la société, évidemment, vous êtes au courant, mais dans la communauté des astronomes et des astrophysiciens aussi, très très fort depuis quelques années. On y a consacré quelques articles dans Ciel et Espace et on pensait qu'il était évidemment le temps maintenant de l'aborder ici avec vous. Donc je suis très heureux de voir une salle assez remplie sur ce sujet qui est peut-être au départ pas forcément très enthousiasmant, mais on va voir qu'on peut rendre ça tout à fait enthousiasmant avec mes trois invités aujourd'hui. Donc Faustine Cantaloupe qui est à ma droite. Bonjour Faustine, qui est astrophysicienne à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, qui est spécialiste des méthodes d'imagerie pour la détection des exoplanètes, mais aussi une scientifique très impliquée dans la promotion de la transition environnementale, tant envers le grand public, elle fait beaucoup de conférences, donc si vous voulez lui demander d'intervenir dans votre club ou dans votre association, je pense qu'elle acceptera avec plaisir, mais aussi au sein professionnel, bien sûr, puisqu'elle est impliquée dans la Société française d'astronomie et d'astrophysique, qui est l'association qui regroupe les astronomes professionnels en France. Et vous vous êtes penché aussi sur l'impact du réchauffement climatique sur les observations en astronomie. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, dans cette même salle, d'ailleurs, vous nous aviez fait une présentation à ce sujet qui était extrêmement intéressante. À votre droite, Patrick Henbel, qui est directeur de recherche au CEA Saclay, spécialiste de la formation des étoiles et du milieu interstellaire, mais aujourd'hui, on va plutôt parler de vos activités en tant que membre fondateur de Labo 1.5. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collectif de membres du monde académique dont l'objectif est de mieux comprendre et de réduire l'impact des activités de la recherche sur l'environnement, et en particulier sur le climat. J'ai vu aussi que récemment, vous formez aussi des doctorants maintenant à la transition environnementale. C'est un sujet qui pénètre maintenant même jusque dans l'enseignement des sciences, et nous verrons que c'est sans doute une très bonne chose. Et puis à votre droite, Vincent Coudet-Duforesto, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Vous dirigez l'un de ses laboratoires, l'ESIA. Vous êtes un spécialiste de l'instrumentation à haute résolution angulaire et très grande dynamique, appliquée notamment à l'étude des environnements stellaires et des exoplanètes. Mais là encore, aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup d'exoplanètes, on va plutôt parler de votre expérience en tant que directeur de laboratoire préoccupé par ces questions climatiques. Et vous nous expliquerez comment, au niveau d'un laboratoire, on peut implémenter cette fameuse transition qui est absolument urgente. Alors, on va commencer avec un petit état des lieux quand même, si vous le souhaitez, un contexte. Alors, le contexte général, vous le connaissez sans doute, mais quelques chiffres quand même pour remettre les choses au clair. À droite, vous avez donc là l'empilement, la consommation d'énergie de l'humanité depuis les années 1800. Alors sur ce graphe, la première chose qu'on constate, c'est que, évidemment, d'abord, la consommation d'énergie a considérablement cru. Donc si vous êtes né dans les années 50, eh bien voilà, l'humanité consommait à peu près entre 20 et 30 000 TWh. Bon, c'est une unité d'énergie, peu importe l'unité. Si vous êtes né dans les années 2000, on était déjà à une valeur 3 fois plus haute. Et puis aujourd'hui, voilà le pic qui est quand même assez élevé à plus de 150 000. Donc la croissance a été considérable dans ce siècle, la consommation d'énergie. Et ce que vous voyez aussi, c'est que vous voyez d'abord l'émergence du charbon en gris, le pétrole en bleu, le gaz en violet. Et ce que vous constatez, c'est qu'on n'a encore jamais réalisé réellement de transition énergétique. On peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la civilisation du pétrole, ce qui est vrai, mais aussi du gaz, et avant ça, le charbon. Et les énergies se sont empilées les unes sur les autres pour arriver à un résultat où aujourd'hui, l'essentiel de la consommation d'énergie dans le monde repose sur les énergies fossiles. Donc le gaz, le pétrole et le charbon. Vous pouvez constater qu'il y a une petite échancrure tout en haut, là, sur le sommet. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Le Covid, exactement. Voilà. Donc on a un peu ralenti dans l'année 2020 et ça a fait cette petite échancrure là que vous voyez. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est pas le charbon qui a baissé. Donc le charbon c'est en gris. On a un plateau, mais l'échancrure on la voit pas. C'est essentiellement le pétrole. En fait, on a beaucoup moins bougé, tout simplement. Et voilà, c'est une petite baisse de 6,4%, si je me souviens bien, de la consommation d'énergie en 2020. Voilà, ça c'est pour les chiffres globaux de consommation d'énergie. Et l'autre graphique qui est sur la droite, c'est la température du globe en jaune, depuis encore une fois les années 1850. Et en dessous, en blanc, vous avez la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'il y a une belle corrélation. Alors, ce n'est pas simplement une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes raisons pour que les deux courbes se suivent comme ça. C'est qu'on est bien conscient, et depuis longtemps en réalité, que l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère
se traduit par une augmentation de la température. Et ça, évidemment, plus personne vraiment, je pense, ne met en doute ça, même si ça a été un petit peu une bataille au départ des climato-sceptiques. Mais aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord, enfin tout le monde est tout à fait d'accord. Les climato-sceptiques ne se battent plus que sur l'origine éventuellement de ce réchauffement, mais on sait très bien que c'est l'extraction de carbone de la Terre injectée dans l'atmosphère qui a conduit à cette augmentation de CO2. Bon, ça c'est le contexte général. Vous le connaissez, peut-être, ah oui, peut-être une petite chose que je peux vous dire aussi éventuellement, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui réfléchissent au niveau global à quoi faire pour réduire ces émissions, et c'est ce que vous voyez, cette partie-là, la partie projection. Alors ça, c'est un scénario, il y a plusieurs scénarios de projection et de transition énergétique possible. Là, c'est celui qui a été imaginé par l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est le scénario net zéro emission. Bon, il y en a plusieurs, hein, j'ai pris celui-là pour illustrer. Ce qu'on constate, c'est que, bon, alors d'abord, on va essayer de baisser la consommation globale, mais surtout, ce qu'on va essayer de baisser, c'est la consommation de ces énergies fossiles, hein, donc cette couleur-là, qu'on essaierait de descendre. Alors, en termes de consommation à 20%, l'idée dans ce scénario, c'est que ces 20% d'émissions qui resteraient fossiles, on essaierait de les compenser par des différentes méthodes. Voilà. Bon, et en tout cas, ce que vous constatez surtout, c'est qu'il y a une énorme croissance de tout ce qui est renouvelable, et d'ailleurs aussi un petit peu de nucléaire. Bon, c'est un scénario parmi d'autres, mais c'est pour vous donner le contexte. Oui, une chose assez amusante aussi, parce que je pique ça à un astrophysicien qui est d'ailleurs au LESIA, dans le laboratoire de Vincent. Comme vous avez une croissance continue de la consommation, vous pouvez dire que vous êtes né, par exemple, je ne sais pas si vous êtes né, moi je suis né en 74, par là, bah voilà, je suis né à 330 ppm. Si vous êtes né en 2000, bah vous êtes né à 375 ppm. Voilà. Vous pouvez aussi dater votre année de naissance par cette concentration de dioxyde de carbone. Quoi dire de plus sur ce graphique? Voilà, ça c'est le contexte global, évidemment. Donc tout le monde est impacté par ce réchauffement climatique. Et les astronomes ont décidé de faire leur propre bilan carbone. Et je vous donne les chiffres qui ont été... voilà. Alors c'est un peu compliqué comme graphique. Enfin non, ça va être assez simple finalement. Ça c'est extrait d'un travail très impressionnant, un gros boulot d'une équipe de l'IRAP, c'est un institut d'astrophysique à Toulouse. Ce que vous observez là, c'est donc à la fois le nombre d'instruments liés à l'astronomie. Alors, dans l'espace, c'est les couleurs plutôt dans les bleus, et au sol, en vert. Au fil du temps, voilà. Donc vous avez évidemment l'astrophysique et l'astronomie est une discipline qui est importante et qui est en croissance. Et donc on constate ici là qu'il y a de plus en plus d'instruments qui ont été développés ces 70 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan carbone, l'émission de toute cette activité en astro. Et c'est ce qui est sur ce graphique-là. Donc au fil du temps, vous voyez là la quantité de CO2 relâchée par l'activité de l'astronomie au fil du temps, avec un énorme pic dans les années 60-70. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu provoquer cette... Apollo, et oui, énormément de ressources mises dans ces missions. Donc c'est pas de l'astronomie et de l'astrophysique, c'est plutôt de l'exploration spatiale, on va dire, ou de l'exploration ou de la compétition ou de la géopolitique. Enfin, on peut peut-être mettre plusieurs items sur ces missions. C'est redescendu. Aujourd'hui, voilà, on est à peu près autour de 1, on va dire. Ça remonte un petit peu ces derniers temps. Et le calcul qu'a fait donc cette équipe de l'IRAP, c'est de croiser ces données avec le nombre d'astronomes, la croissance du nombre d'astronomes au fil du temps. Donc ça, c'est cette courbe noire. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a pas tant que ça, d'ailleurs, d'astronomes dans le monde. Hein. Enfin, moins de 40 000 astronomes dans le monde, c'est pas grand-chose. On en a 3 ici, donc c'est déjà une bonne proportion. Et là, vous avez finalement le nombre d'instruments par astronome. Alors ça ferait aussi rêver peut-être les jeunes thésards, parce que en 2020, on a grosso modo, il y a 0,02. Bon, donc disons qu'il y a 50 astronomes pour utiliser un instrument, grosso modo. C'était beaucoup plus important dans les années 70, là aussi. Mais l'autre graphique qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est la répartition d'une vision. Est-ce qu'on peut attribuer donc à chaque astronome dans le monde une empreinte carbone? Et là aussi, donc vous voyez que évidemment dans les années 70, cette empreinte était gigantesque parce qu'il y avait peu d'astronomes
mais beaucoup d'émissions. Aujourd'hui, on est à peu près à 30, entre 30 et 50 tonnes. C'est le calcul qu'a fait donc Jürgen Knollseder et son équipe. Bon voilà, ça c'est pour un panorama global du bilan carbone de l'astronomie de nos jours à aujourd'hui. Alors je vais inviter nos intervenants à revenir parce que j'ai déjà évidemment des questions à leur poser. La première question qu'on peut se poser peut-être, et je sais que ça est débattue au sein de la communauté astronomique, c'est est-ce que cette empreinte par astronome, donc une 30 à 40 tonnes par astronome, pour un rappel, un Européen, un Français moyen, c'est 10 tonnes. On émet tous, chacun, par nos activités, par notre consommation, par nos déplacements, etc. etc. 10 tonnes de CO2 par an, de 10 tonnes équivalent de CO2 par an, et les accords de Paris, qui sont donc le cadre global dans lequel on se place et qui tend vers une réduction pour le 2050 jusqu'à la neutralité carbone. L'idée, c'est qu'en fait, il faut qu'on émette autant de carbone que la planète est capable d'en réabsorber, sans continuer à accumuler le CO2 dans l'atmosphère. Cet objectif demande à ce que, sur la planète, on soit tous émetteurs de 2 tonnes d'équivalent carbone chacun. On est à 10 aujourd'hui, donc le facteur de réduction, c'est un facteur 5, c'est quand même très important. Voilà. Et on est à 10 tonnes, les astronomes sont à 30-40, ça les préoccupe, mais la première question que je vais vous poser, peut-être Faustine, ou chacun d'entre vous pourra répondre, est-ce qu'on peut répartir les choses comme ça? Parce qu'il y a eu des débats au sein de la communauté pour dire, mais oui, mais l'astronomie, finalement, c'est quelque chose, une science qu'on fait pour l'ensemble de l'humanité. Est-ce qu'il ne faudrait pas diviser l'empreinte carbone par 8 milliards plutôt que par 40 000? Oui, c'est vrai que c'était un des gros points clés qui ont fait beaucoup de débats, mais je pense qu'en fait, je donnerais plutôt la parole à Patrick parce qu'il était aussi... on a tous des avis pas forcément divergents, mais différents sur la question de la normalisation de cette empreinte carbone. Et même en fait, au niveau des individus, il y en a qui vont travailler plutôt sur des archives, d'autres qui vont travailler sur des projets spatiaux qui vont être beaucoup plus gourmands en énergie, d'autres des énormes simulateurs. Donc en fait, même au niveau des individus, c'est pas forcément une bonne normalisation. Et puis en fait, l'astronomie, on peut dire que ça touche toute l'humanité, mais c'est faux. Il y a quand même plein de pays qui n'ont pas forcément accès à toutes ces connaissances de façon aussi démocratisée que par exemple en France ou pour vous qui êtes ici, qui ont fait le déplacement pour venir au RCE. Donc c'est... Je te laisse la parole. Oui, c'est un sujet très... Commencer par la question la plus difficile, oui, la plus épineuse. Bonjour. Donc, je pense que ces mesures, elles sont intéressantes déjà pour la comptabilité, c'est-à-dire il y a une question scientifique derrière, il y a des modèles que nos collègues climatologues ont développés, et donc on sait essentiellement prédire la température avec des bonnes barres d'erreur, disons des barres d'erreur suffisamment précises, et on sait que si on injecte tant de CO2, la Terre va répondre de cette façon. Donc ça, je dirais, c'est la démarche scientifique. Et donc, quantifier les émissions, c'est quelque chose à cet égard qui est fondamental. Après, la question de savoir quelle est, pour une activité ou pour un individu, la bonne quantité, avec des guillemets, c'est une question sociétale. C'est-à-dire que c'est une décision collective. La science nous dit, comme David l'a rappelé, que par individu, si on veut être sur une terre habitable, il faut se limiter à 2 tonnes. Ça, c'est une donnée scientifique. Après, comment c'est réparti, c'est là où toute la vraie difficulté arrive. Et savoir s'il faut consacrer en moyenne 20 tonnes par astrophysicien et par an pour faire de l'astrophysique, c'est une question difficile. Quelque part... il se pose la question de à quoi sert l'astrophysique, combien je dois y consacrer, combien je dois consacrer à la médecine, combien je dois consacrer à l'alimentation. Voilà, c'est des choix sociétaux qui ne sont pas simples. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Et d'ailleurs, j'ai oublié de rappeler une précision, c'est qu'en fait, cet effort que vous voulez faire, c'est parce qu'encore une fois, la France a signé les accords de Paris. Le CNRS, l'ANR, vos tutelles et vous-même avez décidé de suivre à la lettre en fait, ces accords qui impliquent une réduction des émissions annuelles de 7% par an. Donc ça, c'est l'effort qu'il faut faire. 7% d'émissions, 7% de réduction par an, ça veut dire quand même 40
entre 40 et 50% d'ici 2030. Hein. Donc 2030, c'est dans 5 ans, c'est très bientôt. Donc il faut avoir réussi à réduire de moitié les émissions d'ici 2030 pour arriver à une réduction de 80 ou 90% pour 2050. Donc ça, c'est le cadre très contraignant hein, que vous vous êtes imposé et que d'ailleurs qui s'impose théoriquement à la société tout entière. Hein. Et donc, par contre, voilà, d'une certaine manière, l'astronomie est une science parmi les sciences qui est assez consommatrice, et donc peut-être que l'effort pour vous est plus compliqué. On va le voir. Il y a un slide peut-être, Vincent, que je voulais te faire réagir là-dessus, c'est que tous les chiffres que j'ai montrés, on peut les résumer peut-être un peu par cette diapo. Oui, alors ça c'est une diapo que j'avais préparée un peu pour illustrer la problématique. En haut à gauche, vous avez le plus puissant télescope du monde en 1910, donc au début, on va dire, de l'ère industrielle. Donc c'est le télescope de 2,50 m du mont Wilson, très puissant, c'est celui qui a découvert l'expansion de l'univers, qui a nécessité les ressources d'une institution, hein, qui était la Carnegie Institution. Donc on va dire que c'était fait à l'échelle d'une université. Et vous voyez que pour installer le télescope sur une montagne qui à l'époque était très isolée en Californie, il a fallu beaucoup de gens et des ânes qui ont porté le télescope en haut. Voilà. On a découvert, je te coupe 30 secondes, je crois qu'on a découvert l'expansion de l'univers avec ce genre d'instrument. Oui, c'est extrêmement important. C'est le télescope que Hubble a utilisé pour découvrir l'expansion de l'univers. Et aussi le fait que l'univers est constitué de galaxies. À droite, vous avez 100 ans plus tard le télescope le plus puissant à disposition, c'est évidemment le JWST, hein, c'est une représentation schématique, mais un télescope, disons, à multi-usage, et on voit qu'on a remplacé les ânes par des fusées. Et ça illustre un petit peu le différentiel de quantité d'énergie qu'il faut pour disposer de l'instrument le plus à la pointe du moment. Et donc, évidemment, ça est propre à l'astronomie. Hein. On pourrait faire la même chose pour les voitures, pour les avions. Enfin, la quantité d'énergie utilisée pour nos activités s'est démultipliée dans tous les domaines, notamment celui de l'astro. Mais oui, je voulais rebondir un petit peu sur le graphe de Knoedel-Zeder, parce que je ne pense pas... On parlait des... alors, bien évidemment, disons, la nécessité de suivre la trajectoire que la société s'est imposée, et ça, elle est impérieuse et elle s'impose à nous. La normalisation, donc la valeur absolue, la normalisation par nombre d'astronomes, ne me paraît. Je fais partie de ceux qui pensent que ça n'a pas de sens, parce que la vision qu'il faut avoir des choses, c'est que la recherche en général, alors l'astronomie en particulier, mais la recherche publique, puisque l'astronomie est en gros une recherche publique, ça fait partie des services que l'État ou la société fournit à chaque citoyen. Et on sait par d'autres analyses qu'à peu près l'ensemble des services que fournit l'État ou la société à un habitant en France, c'est de l'ordre de 1,5 tonne, quelque chose comme ça. Et l'astronomie représente une partie infime là-dessus. Mais les utilisateurs, c'est l'ensemble des citoyens. Et en fait, normalisé par le nombre d'astronomes, donc ce sont les gens qui produisent ce service. C'est comme si on voulait regarder l'impact du transport aérien en normalisant par le nombre de pilotes d'avion. Ça n'aurait pas de sens. S'il fallait utiliser une métrique de normalisation, peut-être quelque chose qui serait un peu plus, disons, un peu plus signifiant, c'est d'utiliser l'empreinte carbone de chaque article publié. En science, on a tendance à dire que l'unité de production de science, c'est très contestable, hein, mais enfin, tous les articles ne se valent pas, c'est l'article publié dans une revue à comité de lecture. Et donc, il y a des graphiques comme ça qui montrent le coût carbone par article en fonction du type d'observatoire utilisé pour les faire. Donc on comprend qu'il y a peut-être un débat sur l'assiette entre guillemets de la répartition de cette émission. Ce qui fait pas débat, j'imagine, c'est évidemment ça, la quantité de carbone émise et cette fameuse courbe de moins 7% qui s'impose à tous. On a, je vais passer un slide un peu plus loin. Rapidement, ça c'est le bilan justement fait par cet institut, l'IRAP, qui est aussi à l'origine des travaux précédents. C'est le bilan carbone d'un laboratoire très impliqué dans des expériences spatiales. Et en gros, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que donc, tout ce qui est orange, ça concerne finalement les émissions associées aux données d'observation, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, des données d'observation
obtenus via les missions spatiales sont ici, et obtenus via des observations avec les télescopes au sol en orange foncé. Et l'autre part importante qui avait été mise en évidence dans ce travail de l'IRAP en 2022, c'était aussi l'empreinte des voyages. Enfin, des voyages, c'est pas des voyages d'agrément, évidemment, vous en doutez bien. C'est des missions, je devrais dire d'ailleurs, des missions d'observation ou les conférences, puisque vous le savez, l'astronomie est une discipline qui se fait beaucoup à l'international. Vous travaillez tous dans des équipes internationales avec des chercheurs dans des pays dans le monde entier. Et ça passe aussi, en tout cas ça passait beaucoup jusqu'à présent, par des colloques, des rencontres, et puis évidemment aussi des missions d'observation. Vous connaissez bien les télescopes qui sont les plus beaux télescopes du monde, enfin pas les plus hauts, en tout cas les plus utiles et les plus intéressants, sont dans des endroits les plus reculés de la planète, et donc aussi les plus lointains de notre belle Europe. Donc Hawaï et le Chili, par exemple, pour ne citer que cela. Donc ça, c'est une photographie voilà, à l'instant T. Les projections, je montre ceci, parce qu'on a évidemment, l'astronomie, c'est une discipline qui travaille sur des échelles de temps importantes, c'est-à-dire que les projets instrumentaux sont décidés très en amont, et se pose la question, à courte échéance, de la réduction de l'empreinte carbone, sachant qu'on a des grands projets qui sont sur les rails et qu'il faut absolument qu'on mène à terme. Et bon, j'ai pris cette photo parce que c'est un instrument qui est magnifique et qui est vraiment pas loin d'être terminé. Pour le coup, on attend tous ces données. Mais à court terme, les perspectives de réduction semblent assez compliquées. Et en tout cas, l'empreinte des instruments, qui est importante, on l'a vu dans l'image précédente, impose peut-être une réduction de la croissance et du nombre d'instruments qu'il va falloir produire. Est-ce que c'est une perspective qui vous paraît inévitable ? Oui. Je vous pose la question. Saisissez-vous. Je me saisis du micro. Ce qui me semble inévitable, c'est qu'on prenne en compte le coût environnemental d'une nouvelle infrastructure. On ne parle pas des infrastructures déjà décidées qui devront être terminées, mais qu'on prenne en compte le coût environnemental d'une nouvelle infrastructure avant de la lancer. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très exotique. Quand la communauté scientifique en général décide de construire un télescope comme ceci, bon, on va dire que la décision, grosso modo, pour celui-ci a été prise il y a une vingtaine d'années. Il y a un argumentaire scientifique qui est fait en faveur du télescope, toute la science que va pouvoir ramener ce télescope. Et puis, en regard de cela, on met le coût du télescope suivant deux dimensions. Il y a une dimension en euros, ça coûte un gros milliard d'euros. Et puis, il y a une dimension aussi en temps de travail, en nombre de personnes qui seront nécessaires pour réaliser cette infrastructure. Eh bien, ce qui sera absolument indispensable à l'avenir, c'est d'être capable de rajouter cette troisième dimension de coût environnemental et qui rentre dans l'équation pour décider si on fait une infrastructure ou pas. Et ensuite, on voit si on passe sous le boisseau des différentes contraintes qui existent, de la même manière qu'on ne peut pas faire des instruments infiniment chers ou qui demandent 300 000 personnes pour être fabriqués. L'époque Apollo est révolue, on va dire. Et est-ce que d'ailleurs on peut vous avez sans doute posé la question, à l'extérieur, quand on parle de ces sujets, un retour qui vient souvent, c'est oui, mais en fait l'astronomie, bon, on a vu, c'est 1,2 mégatonnes, pardon, je vous ai pas donné les chiffres comparatifs, mais par exemple le secteur de la mode est 1000 fois plus émetteur. Donc on pourrait se dire peut-être que l'astronomie, la science, c'est la science fondamentale, c'est de la découverte et c'est pour l'humanité une activité enrichissante. Est-ce que vraiment vous êtes les premiers à être concernés ? Est-ce que vraiment il y a une urgence, Faustine, pour agir en astronomie ? Parce que finalement, si c'est 1/1000 de la mode, et la mode est peut-être un petit pourcentage du reste des activités humaines, pourquoi agir en astronomie ? En fait, ça pose plein de questions sous-jacentes que vous avez peut-être senties là, pendant déjà tout ce qu'on a dit depuis le début de cette discussion. Déjà, pour revenir sur un point clé, donc la recherche en général, il faut savoir que dès que les recherches type sciences naturelles, mais pas que, sciences sociales, etc., sont dépendantes de très grandes infrastructures, elles vont avoir plus de coûts carbone. Et c'est le cas donc, de l'astronomie qui est dépendante des observatoires, des observations. C'est vraiment le cœur de notre métier, mais aussi de
d'océanographie, par exemple, de météorologie, qui utilisent beaucoup de satellites, etc. Mais effectivement, on est un peu les mauvais élèves dans la recherche globale. Et en même temps, la recherche contemporaine, on le sait aussi, ça, on le sent bien, c'est quelque chose de très, on appelle ça qui s'embranche. Enfin, on fait une découverte, ça ouvre 15 portes, on ouvre une porte, ça en ouvre 15 autres, on ouvre une autre, ça ouvre encore 15 autres portes, etc. Donc, ça va être très tentaculaire. Et donc, on a tous envie d'avancer dans notre sujet de recherche parce que ça nous passionne, mais c'est quelque chose d'assez inévitable, en fait. Et aussi, inévitablement, là, ce qu'on peut faire pour avancer dans cette recherche, c'est voilà, d'avoir des télescopes, comme tu disais, qui sont plus gros, dans des endroits encore plus isolés pour avoir moins de pollution lumineuse, etc. Donc ça, c'est un peu une espèce d'évolution finalement naturelle de la façon dont aujourd'hui on conçoit la recherche, qui peut être différente. Et donc en fait, là, la question finalement que tu poses avec la mode, c'est remettre en perspective nos activités de recherche. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes convaincu que l'astronomie, c'est chouette, mais en fait, c'est pas forcément un consensus dans la société. La notion de valeur de qualité, par exemple, elle est très, très en prise avec notre background, notre culturelle, la façon dont on est éduqué et depuis tout, enfin on nous dit souvent, il y a toujours cette espèce d'idéalisation mise sur un piédestal des sciences naturelles, les fameuses sciences dures vis-à-vis des sciences sociales, mais aussi d'autres types de sciences naturelles. Donc il y a plein de choses, que ce soit en médecine ou dans ce qu'on connaît. On connaît très très peu de choses, par exemple sur la biosphère, sur les interactions intra- et interespèces, qui sont pourtant hyper importante, en particulier aujourd'hui face à cette crise environnementale et climatique qu'on traverse. On est déjà dedans. Et on a un peu mis ça à côté. Donc il y avait cette espèce de survalorisation finalement du secteur du spatial, de l'astronomie qui est très fascinant. Et forcément, ça touche aux questions des origines. Enfin, vous êtes là, vous êtes fascinés. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi vous êtes ici. Enfin, on est tous concernés. Je suis astrophysicienne, vous aussi. Et toi aussi, tu es journaliste, etc. En astro, bref. Et, mais ça pose vraiment cette question-là. Et en fait, quelle valeur en fait aujourd'hui on va devoir choisir finalement, et comment gérer ça et comment aussi la communiquer pour avoir cette résilience en fait face à toutes ces problèmes. Peut-être compléter un peu ce qui vient d'être dit, et dans la question de David, en fait, cette question du périmètre, elle repose quand même assez largement sur un découpage qui a une certaine logique. Donc on dit par exemple l'astrophysique, la mode, mais en fait à bien y regarder, ce découpage en fait il n'est pas très simple. C'est-à-dire l'astrophysique, si j'inclus dedans le spatial, l'industrie pour faire le télescope ou les instruments, il va grossir et assez rapidement je vais me rendre compte que l'astrophysique elle est indissociable du complexe industriel mondial. Et donc, si jamais je me dis, en fait, je ne dois pas penser astrophysique, mais je dois penser complexe industriel, là, je suis plus sur une fraction insignifiante. Je suis sur beaucoup, beaucoup plus. Inversement, la mode, si je me dis, en fait, je suis pas expert, mais je peux diviser la mode. Je dis n'importe quoi, la mode, je sais pas, des pantalons, des chaussures, etc. Je peux la fragmenter, ou la mode du luxe. Et plus je vais la fragmenter, plus je vais trouver que c'est petit. Et donc, à la fin, je vais me dire, finalement, c'est tout petit, donc c'est pas grave. Et in fine, on se retrouve avec des émissions, en Europe en tout cas, qui sont 5 fois supérieures à ce qu'on peut émettre pour rester dans des températures raisonnables. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette notion de périmètre, il faut la prendre avec beaucoup de précautions. Une fois de plus, c'est un choix sociétal. Donc, il appartient à nous tous de décider, en gros, on a peut-être une forme de budget carbone et on doit le répartir d'une certaine façon. C'est à nous tous d'en décider. Et l'effort doit être fait, appliqué sur tous les secteurs. D'ailleurs, quand on regarde la trajectoire nationale bas carbone, qui est proposée par l'État français, on s'aperçoit que quasiment tous les secteurs sont amenés à décroître de façon très importante, sauf l'agriculture qui est presque constant. Il décroît un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de marge sur l'agriculture et que nourrir des gens, évidemment, c'est fondamental, quoi. Donc ça, c'est un choix, par exemple. Voilà. Il y a peut-être aussi d'autres raisons. Donc on a bien compris le cadre, évidemment, dans lequel vous voulez vous intégrer. Il y a des raisons qui ont été émises, j'ai vu ça dans les rapports de prospective de l'INSU. Alors l'INSU, qui est l'Institut national des sciences de l'univers, qui gère un petit peu le secteur de l'astronomie, au sol en tout cas. Et puis on a eu le même écho dans le rapport de prospective du CNES, qui est donc le Centre national d'études spatiales. Donc ces deux organismes réfléchissent tous les 5 ans à l'avenir de leur discipline. Et
et désormais aussi à l'avenir de leur discipline dans ce contexte de transition bas carbone, une inquiétude d'une certaine manière que j'ai lue. Il y a deux types d'inquiétudes. Alors, il y a des inquiétudes beaucoup plus qui concernent la communauté directement, les astronomes. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut faire quelque chose, Faustine, je te donnerai la parole là-dessus, pourra vous convaincre que de toute façon le réchauffement impacte déjà les observations. Donc si on pouvait, c'est une des raisons, peut-être pas la plus fondamentale, mais en tout cas le réchauffement impacte les observations, la qualité des observations. Et une autre inquiétude qui pouvait qui a émergé, c'était que si la recherche fondamentale ne se saisit pas de ce sujet, malheureusement, la société, dans quelques années, quand les choses iront très mal, pourrait s'en saisir à sa place. Et peut-être que l'astronomie, quand il y aura des choix à faire, si elle n'a pas fait sa transition, ce sera peut-être pas elle que la société décidera de défendre. Est-ce que je me trompe là-dessus, Faustine, peut-être ? Il y a deux questions dans ma question. Oui, c'est ça. Alors la deuxième, c'est de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on sait en société, c'est que plus on tarde à faire cette transition, plus elle va être en rupture et plus elle va être difficile, plus on va se prendre un gros claquage. Et c'est pour ça que, en particulier le GIEC, mais plein d'autres choses comme l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'IUCN, tous ces grands panels intergouvernementaux font comme travail. Et c'est de justement faire en sorte qu'on soit au courant et que les décisions politiques et donc sociales qui en découlent prennent en compte ces contraintes pour que la transition, qui sera de toute façon obligatoire à un moment, soit la plus douce possible. Et là, moins on agit, plus elle sera abrupte. Et c'est un peu ça le danger. C'était quoi ? Et l'autre question, ça concernait tout simplement, pour les gens qui ne se seraient pas convaincus de la nécessité d'une transition, qui seraient vraiment à rester accrochés à la qualité des observations. Il y a d'ailleurs, je me suis inspiré de ton travail pour c'est une slide que je t'ai piqué carrément cette slide d'ailleurs. Elle est bien de toute façon, ça pose un problème même aux astronomes dans leur métier en fait finalement cette transition. En fait, pardon, ce réchauffement, pardon. Alors du coup, si je peux me permettre pendant 2 minutes d'expliquer ou au moins d'en expliquer, j'ai essayé de résumer dans ce slide en fait un peu le schéma de pensée. Donc comme je vous ai dit, l'astrophysique c'est une science très particulière qui est vraiment basée sur l'observation des objets au-dessus de l'atmosphère, donc au-dessus de 100 km au niveau de la mer. Et avant, le point important quand on construisait un site d'observation astronomique professionnelle ou amateur d'ailleurs, c'est donc la latitude pour avoir un maximum d'accès à plusieurs objets astronomiques. Donc par exemple être près du centre de la Voie lactée, avoir un ciel clair sans nuages avec une humidité assez basse en fait pour qu'on n'ait pas trop d'absorption par l'eau contenue dans l'atmosphère et une météo assez stable. Voilà. Sauf qu'en fait, là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres trucs qu'on n'a pas pris en compte dans cette petite liste qui est très, très qualitative, mais qui est néanmoins essentielle. C'est le site qu'il faut qu'il soit accessible. Donc, il y ait des routes, des aéroports, pour qu'on puisse envoyer des gens pour opérer ces télescopes, qui est évidemment un accès à l'énergie, parce que comme on l'a vu, les infrastructures type télescope consomment énormément d'énergie de fonctionnement, que ce soit sous forme carbonée ou non, et d'accès à des ressources opérationnelles. Les gens, il faut les nourrir, leur donner de l'eau potable, leur donner des soins de santé basiques, qu'ils puissent prendre une douche, des sanitaires, etc. Et donc ça par exemple, tous les conflits géopolitiques, on a eu des cas, par exemple, je vais donner les exemples. Il y a des petites illustrations tout petits là à gauche. Mais au Chili, quand il y a eu les manifestations en 2019 pour une nouvelle constitution, donc il n'y avait plus d'accès possible au site de Paranal, l'observatoire qui hôte le Very Large Telescope. Quand il y a eu la pandémie, c'était pareil, on ne pouvait plus accéder à l'observatoire. Il y a eu aussi un moment, toujours au Chili, il y a eu des énormes inondations. Donc malheureusement, on en a fait les frais dans le bassin européen récemment, à Valence. Il y a eu le même genre de choses dans aussi un climat méditerranéen près de le Paranal où il y a le Very Large Telescope, où il y a eu en un jour, il s'est écoulé autant d'eau qu'en 2 ans. Aucune des infrastructures de la ville d'Antofagasta où ça s'est passé ne pouvait contenir autant d'eau. Il y a eu vraiment des problèmes et donc plus d'accès possible encore à Cerro Paranal. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les effets délétères qu'on connaît du dérèglement climatique vont tout simplement nous empêcher d'accéder au site. Et c'est aussi ce que je mettais à droite, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est que là, c'est une menace vraiment directe. À droite, je vous donne plein d'exemples avec plusieurs années. Vous voyez que plus les années avancent, plus c'est fréquent. Et ça, c'est ce qu'on sait, c'est les feux de forêt. Donc que ce soit surtout en Australie et aux États-Unis, sont de plus en plus fréquents, mais surtout ils sont de plus en plus dangereux parce que comme l'air est plus sec, il y a plus de vent, et comme les arbres sont plus secs, ils prennent feu plus facilement, il y a plus de vent, donc ils se propagent facilement. Et donc on a des statistiques là-dessus. C'est pas forcément le nombre de feux de forêt qui est plus grand, mais par contre l'impact et la dégradation due à ces feux de forêt, elle est beaucoup plus grande. Et donc ça menace directement ou indirectement
juste en coupant l'accès au télescope. Et en 2003, là, tout en haut, le monstre Oumuamua a été complètement détruit. C'est en Australie. Asahi Spring, là en haut au milieu, c'est en Australie aussi. En 2013, ça a été à moitié détruit. Et moi, j'avais bossé là-bas en 2012. Donc, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai eu ces photos. Et même très récemment, là, voilà, chaque année, c'est des choses qui arrivent dans les îles Canaries, aux États-Unis notamment. Donc, c'est une menace qui est directe, qui se voit. Et ça, c'est des conséquences vraiment du dérèglement climatique. Donc on voit bien qu'à tous les niveaux, il y a de très très bonnes raisons d'agir et de réduire donc l'empreinte carbone de la recherche et de l'astronomie, en particulier en ce qui vous concerne. On va évidemment aborder maintenant la question de comment faire, puisqu'on a vu que la pente était assez raide quand même, de réduction de 7% par an. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il y a peut-être 6 ans maintenant, la discussion qui courait beaucoup chez vous, chez les astronomes, c'était il va falloir qu'on arrête de voyager. C'est la première chose qui sautait aux yeux finalement, c'était ces déplacements avec voilà, toute la problématique autour de l'aviation et des émissions du transport aérien. Aujourd'hui, on en est où ? Je crois qu'il y a tout un panel, tout un spectre d'actions qui peuvent être menées. Est-ce que vous pouvez, peut-être Patrick, pour commencer, dresser un premier tour d'horizon, au moins de la réflexion, parce que je ne sais pas si vous avez encore trouvé la solution, mais en tout cas, les réflexions en cours. Peut-être si tu peux remettre le premier transparent sur le bilan de l'IRAP, parce que je pense qu'il résume bien les choses. Donc là, en fait, ce qu'on voit... Oui, professionnel travel, ici, effectivement, il y a 5 ans, on se focalisait beaucoup sur l'avion, hein, donc, qui était désigné comme le grand coupable. Et donc, on a commencé à faire des bilans de gaz à effet de serre, donc, notamment la Labo 1.5 que tu mentionnais a été actif. Et donc maintenant, beaucoup de laboratoires ont effectué ces bilans et donc on commence à avoir des données statistiques. Et donc celui-ci est assez représentatif d'un laboratoire d'astro. Hein. On voit qu'ici, l'estimation est de l'ordre de 15% pour les voyages en avion. Donc c'est pas zéro, hein, c'est mieux de moins prendre l'avion. Mais voilà, 15%, c'est pas le facteur important, 3 ou 4 ou plus qu'on mentionne. Ce qui a déjà été discuté, c'est ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est qu'en fait, pour la science en général, ce qui dominait très largement, c'est les achats. Donc les quantités d'achats qu'un laboratoire fait, le matériel. Et l'astrophysique, de par notre structure internationale, les grands instruments, etc., on a en fait mutualisé ces achats dans la construction de grandes infrastructures, les télescopes. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en orange, c'est que ces achats dominent. Et donc la difficulté, c'est qu'en fait, on est tout de suite sur un vrai os, qui est qu'en fait, c'est notre cœur de métier qui immédiatement est questionné. Donc, beaucoup de laboratoires ont commencé à prendre des mesures, donc ont encouragé le train à la place de l'avion, mais ça, évidemment, c'est possible qu'en Europe. Ont essayé de prendre des mesures parfois d'isolation, parfois d'optimisation, notamment des achats numériques. Et selon les laboratoires, on arrive parfois à des réductions qui sont de l'ordre, je sais pas, je dis un chiffre 20%, hein, évidemment il y a un spectre, hein, mais c'est l'ordre de grandeur à peu près. Donc pour l'instant, en faisant, disons, des mesures de bon sens, on arrive à ce chiffre de vingtaine de pourcents et pas du tout un facteur qui devrait être fait. Alors évidemment, plus l'État français va investir, c'est-à-dire plus on va faire on va renouveler nos bâtiments, plus on va avoir une énergie décarbonée, plus on va avoir des transports propres, plus ça sera, plus l'astrophysique va en être affectée également dans la bonne direction. Donc évidemment, ça va aider. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y aura des choix à faire si on veut suivre cette question. Si on veut suivre cette tendance. Il va falloir aller au-delà. Et donc, d'où ce constat que sans doute, il va falloir réduire le nombre d'instruments. On pense aussi parfois qu'il est possible de faire de l'éco-conception, ce qui est effectivement possible. L'ordre de grandeur, je ne suis pas un expert moi-même, hein, mais l'ordre de grandeur qu'avancent les experts, c'est à nouveau une vingtaine de pourcents en faisant de l'éco-conception. Ce qui est très bien, hein,
20%, c'est bien, mais voilà, c'est à nouveau pas l'ordre de grandeur qu'on doit atteindre. Et donc, à part réduire le nombre d'instruments, pour l'instant, on n'a pas tellement de clés. Mais réduire le nombre d'instruments, c'est pas forcément réduire l'astrophysique. C'est changer peut-être notre façon de travailler. Je passe la parole à Vincent, qui a sans doute beaucoup de choses à... En tant que directeur de laboratoire, son éclairage sera c'est un défi méthodologique énorme, hein, évidemment. Il y a deux choses que je voudrais dire en préliminaire. La première, c'est qu'un laboratoire, c'est un maillon dans une chaîne qui est assez longue de structures pour l'astronomie, pour d'ailleurs la recherche en général. Donc il y a le chercheur individuel, l'équipe de recherche, le labo. Le labo rend des comptes à une tutelle, hein, qui est l'entité ou plusieurs tutelles, qui est l'entité qui lui donne de l'argent et des ressources. Et puis ces tutelles rendent des comptes à la société en général. Et on est dans une problématique qui doit être traitée à toutes les échelles simultanément. C'est-à-dire qu'un laboratoire ne peut pas agir sur tous les facteurs ensemble. La deuxième chose que je voudrais dire en préliminaire, c'est que il y a un moyen, évidemment, et ça, ce sont les gens qui sont provocateurs. Ils disent, il suffit d'arrêter de faire de l'astronomie. Effectivement, il n'y aura plus d'empreinte carbone. La manière dont il faut voir les choses, c'est que notre mission qui nous a été confiée par la société, c'est de faire de la recherche. Donc ça, c'est vraiment notre mission. La réduction de l'empreinte environnementale de la recherche que l'on fait, c'est un impératif qui s'impose à nous comme au reste de la société. Et cet impératif se traduit par une fonction de régulation sur la manière dont on exécute notre mission. Donc c'est bien un défi qui est d'ordre méthodologique. Et ce n'est pas une finalité. Et ça, c'est très important de comprendre cela. De la même manière, j'aime utiliser j'aime beaucoup les analogies du transport aérien. Je me souviens d'une compagnie aérienne aux États-Unis qui, il y a quelques années, avait dit notre priorité première est la sécurité des passagers. Non, ce n'est pas vrai. Si la priorité absolue et première est la sécurité des passagers, on ne fait pas décoller les avions. À partir du moment où on fait décoller un avion, on prend un risque qui est connu, mesuré, assumé, minimisé. La priorité première, c'est de faire tourner les avions avec une régulation de sécurité. On ne veut pas qu'il y ait 1000 morts par jour dans le transport aérien. Donc de la même manière, notre mission première, c'est de faire de la recherche. C'est celle qui nous a été confiée par la société. Maintenant, il faut le faire à l'intérieur de cette fonction de régulation qui est apparue, comme les deux autres fonctions de régulation que sont l'argent qu'on récupère de la société en général via les tutelles, et puis les postes, le nombre de personnes qu'on peut mettre dessus. Donc ceci étant dit, il y a une ligne de conduite pour moi qui est assez claire. C'est un triptyque qui est assez connu, hein, qui n'est pas propre à l'astronomie. C'est en premier lieu, il faut éviter. En deuxième lieu, il faut réduire. Et en troisième lieu, c'est vraiment la troisième ligne de défense, il faut compenser. Ça, on ne pratique pas trop. Donc la première chose, éviter. Si on prend l'exemple des déplacements professionnels, on va chercher à les éviter, à s'organiser de manière à ce que ces déplacements soient le moins nécessaires possible, sans altérer la qualité de la recherche qu'on va faire avec. Donc là, une des réponses évidentes, c'est par exemple évidemment l'usage de la visioconférence, hein, qui n'est pas une panacée, qui n'est pas forcément quelque chose qui est utilisable tout le temps, mais maintenant c'est une pratique qui est très répandue. Et en deuxième lieu, la deuxième chose, c'est ce qu'on ne peut éviter, ce qu'on doit faire, si on doit faire un déplacement, eh bien, on va chercher à réduire l'émission de ce déplacement par le choix du moyen de transport, par le choix de la mutualisation du moyen de transport. Il y a des facteurs qui sont très importants à l'intérieur d'un laboratoire, et c'est peut-être une idée que je voudrais faire passer, parce qu'on ne peut pas regarder les moyens d'action à une échelle. Il faut regarder l'échelle en dessous, disons, dans une cellule, dans toute cette échelle, finalement, elle agit dans le périmètre sur lequel la cellule est discrétionnaire, et puis elle a aussi finalement vocation à induire des comportements, alors soit les faciliter, soit les induire, des comportements qui permettent de réduire ou d'éviter à l'échelle en dessous, à l'échelle du chercheur individuel. Et puis vis-à-vis de l'échelle au-dessus, elle a une mission, je dirais, de lobbying pour convaincre l'échelle au-dessus de faire ce travail-là. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple d'éviter l'émission, dans un laboratoire, alors il y a des débats, hein, tous les laboratoires ne font pas comme chez nous. Chez nous, on n'a jamais interdit aux chercheurs de voyager. Par contre, on a essayé d'instiller une culture de laboratoire
où c'est pas cool de voyager. On le fait parce que c'est quelque chose de nécessaire. Et on essaie de déconstruire l'idée que si je suis invité à donner ce séminaire de 30 minutes à Sydney, ben, ça prouve combien je suis un grand scientifique, etc. Il y a peut-être d'autres moyens d'assurer le rayonnement scientifique. Et on cible aussi beaucoup aussi les populations sur lesquelles on lève plus ou moins les sourcils. Les jeunes chercheurs, par exemple, ont besoin de se construire un réseau. C'est important qu'ils voyagent. Souvent, des chercheurs peut-être plus seniors peuvent être amenés à voyager beaucoup plus facilement parce qu'ils ont des crédits facilement. Et donc, ce n'est pas un effort particulier de faire le voyage. Et donc là, on va voir ces personnes-là et on essaie de discuter avec eux, de leur faire prendre conscience. Et il y a vraiment une réduction, il y a un évitement qui s'est fait sans que la qualité de recherche ait été mise en cause, simplement parce que, comme on dit, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Les voyages, ce n'est pas automatique. Mais quand il faut, on le fait. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous mettez bien en évidence un changement de culture, en fait, finalement. Hein. Vous avez parlé de le prestige que donnait jusqu'à récemment effectivement une invitation à l'autre bout du monde pour parler une demi-heure. Si je peux complémenter, pour les jeunes chercheurs, ce changement de culture, en fait, consiste en l'acquisition d'une nouvelle culture. Il est assez naturel. Pour les chercheurs qui sont plus avancés dans leur carrière, ça consiste à remettre en cause un système de valeurs. Et il faut être honnête, moi, quand je suis rentré dans la discipline, et comme beaucoup de gens dans la salle, ce qui est fascinant dans l'astronomie, c'est cette capacité d'aller au bout du monde, de voyager, etc. Et je peux vous dire que j'en ai bien profité jusqu'à ce que je prenne conscience de cela. Et donc, arrive un moment où il y a une sorte de conflit entre son action et ses valeurs, et il faut amener à changer son propre système de valeurs. Ça, c'est une sorte de travail intérieur que chaque chercheur doit faire, et c'est ça qui est le plus long, en fait. Oui, Faustine, effectivement, ce serait intéressant que tu prennes la parole, parce que dans tes actions à la SF2A, tu as organisé des réunions justement sur ces sujets-là. On en discutait encore avant-hier. Moi, j'étais très frappé en allant à cette réunion des astronomes professionnels de voir dans une session qui était justement consacrée à la transition carbone, le public très important était vraiment très majoritairement composé de jeunes chercheurs, de doctorants. Donc, comment la jeune génération réagit à ces défis? Est-ce qu'elle envisage justement de ne plus vivre cette vie rêvée des astronomes il y a une vingtaine ou une trentaine d'années? Ouais, en fait, c'est quelque chose d'assez... Ouais, ça se voit, quoi. Comme tu as dit. Donc déjà, on a beaucoup de... Enfin, je voulais juste dire que c'est un sujet qui intéresse beaucoup la communauté. Donc Patrick, avec moi, organisait ces sessions spéciales et c'est celle qui avait le plus de participantes. Donc c'est quand même quelque chose qui est clair dans la communauté. Les gens sont au courant et ils veulent faire quelque chose, ils ne savent pas du tout comment. Et pourquoi? À mon sens, c'est parce qu'on a des injonctions qui sont là depuis toujours, et en particulier chez les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Injonction justement à voyager, à faire des post-docs par exemple après leur thèse de doctorat à l'étranger, d'aller à droite, à gauche, et souvent au détriment aussi de la santé mentale, parce que c'est hyper fatigant. J'en ai fait les frais moi-même. Et c'est super difficile parce qu'il n'y a aucune garantie qu'un jour tu vas peut-être avoir un poste permanent et pouvoir exercer ton métier sans cette espèce de pression qui est vraiment insupportable en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de candidates au concours en France, et encore en France on a des postes permanents. Ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai bossé en Allemagne pendant 4-5 ans, ce n'était pas du tout le cas. Là-bas, on me proposait des contrats de 5 ans, on m'a dit oui, tu seras renouvelé, tu en auras pour 10 ans. Puis après, je sais pas, tu pourras aller aux États-Unis, les portes seront ouvertes. J'ai peut-être pas envie d'aller aux États-Unis en fait, parce que peut-être que ma famille, mes proches qui grandissent, mes amis sont ailleurs. En tout cas, pas aux États-Unis. Et peut-être qu'aussi ma façon de vivre ne correspond pas du tout à celle aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on observe. Et en plus de ça, il y a vraiment du coup une perte de sens liée à notre métier. Il y a beaucoup de jeunes doctorants et doctorantes, enfin jeunes dans leur carrière évidemment, pas en âge, qui viennent me voir parce qu'ils sont dépités. Ils se disent je ne veux pas sacrifier ce temps précieux que j'aimerais avoir avec justement typiquement mes proches, ou pour n'importe quelle autre passion ou hobby qu'ils peuvent avoir dans leur vie privée, pour ce métier qui est extrêmement ingrat au final, malgré tout ce qu'on peut imaginer du métier d'astrophysicien. En fait, au jour le jour, il y a des injonctions comme ça, des contraintes qui arrivent. Et il y en a beaucoup qui veulent arrêter parce qu'ils ne se sentent plus du tout en ligne avec leurs idéaux de justement protection de l'environnement, du climat. Voilà. D'où l'importance des efforts qui sont faits, notamment pour dire aux jeunes chercheurs, aux jeunes chercheuses, enfin qui voudraient s'engager dans la carrière, mais oui, venez parce qu'on est en train de faire des efforts, on est en train de faire cette transition. Ouais. On va la réussir, je l'espère, on l'espère tous. Donc le changement de culture est important.
Tu voulais peut-être poursuivre sur Non, ce non, sujet? non, mais en fait, et du coup, cette question, juste peut-être ouais, pour compléter, c'est des questions qui se posent pas que en France. Donc, je vous en avais fait part aussi, mais je fais beaucoup de ce qu'on appelle du mentoring. Donc, c'est des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses qui discutent avec moi pour savoir un peu comment ça se passe dans le métier, le parcours, etc. Et en l'occurrence, cet été, j'ai discuté avec une personne du Pakistan et une personne d'Inde qui vont commencer leur doctorat. Et une de leurs premières questions, c'était parce que eux, ils s'en prennent mais en pleine tronche, quoi, au niveau des règlements climatiques. Il faisait hyper chaud au Pakistan. Enfin, c'est indéniable. Ils en souffrent dans leur chair, quoi. Et il me disait, mais je sais pas, j'ai envie de faire de l'astronomie parce que ça me passionne. Et en même temps, enfin, dis-moi, toi, est-ce que tu as une recette magique qui fait que tu arrives à aller au travail malgré toutes toutes ces contradictions? Et bon, on a discuté de plein de choses. Et évidemment, je pense qu'il faut justement continuer à créer cette culture de l'émerveillement pour justement qu'on se rende compte qu'on a envie de protéger cette planète qui a tout, toutes nos émotions, tout ce qu'on connaît, toutes nos connaissances. Donc il y a plein de choses hyper importantes. Et puis aussi, il y a un moment, c'est pas en se torturant jour et nuit qu'on va faire avancer le schmilblick au final. Et c'est très très dur. Hein. Donc ça, c'est vraiment toutes ces dissonances en fait qu'on a. Et comme du coup je le disais là en filigrane, toute l'émotionnalité qui va avec. Oui, on comprend bien qu'effectivement, il y a donc ça touche, on parlait de dissonance cognitive, effectivement, mais ça, je pense qu'elle touche peut-être chacun d'entre nous dans la société aujourd'hui. Donc, le changement de culture, on a parlé beaucoup de voyages, mais ça, c'est les fameux 15% qui sont sur ce graphique. Il y a le reste, ce sont les instruments. On a bien compris que finalement, c'était sans doute là qu'il fallait agir. Comment on peut, parce qu'il n'est pas question, évidemment, de cesser d'observer l'univers. Enfin, on serait tous complètement désespérés si on en arrivait là, et c'est pas du tout l'objectif. Mais comment on peut imaginer une astronomie, une astrophysique qui réduise le rythme d'une certaine manière de production d'instruments? On a vu le LT, c'est vrai que les États-Unis ont 2 télescopes géants dans les bagages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour moins construire tout en continuant à progresser? D'abord, je pense que question environnementale ou pas, le rythme actuel de progression des instruments ne va pas se poursuivre. Donc l'avenir ne peut pas être une extrapolation du passé. Le passé, c'est une augmentation exponentielle de la taille et de la complexité des instruments. Et ça n'était possible que parce que ça se faisait dans un contexte, excusez-moi, où il y avait la nécessité de se regrouper pour pouvoir accéder à des ressources de plus en plus importantes pour construire l'instrument. Et les astronomes, en général, ont très vite appris, dans les années 60 et 70, à s'auto-organiser pour monter des consortia extrêmement complexes, non hiérarchisés et auto-organisés, ce qui est tout à fait remarquable. Et en ce sens-là, on est disons une communauté professionnelle très particulière. Et ces consortia sont quand même capables de produire des choses extrêmement complexes. Seulement, quand la quantité de ressources allouées augmentait avec la complexité des instruments, et on le voyait dans les années 60-70, le système était stable. Mais là, on arrive à une asymptote. On n'imagine pas, dans les scénarios politiques actuels, des États ou même des regroupements d'États mettre 100 milliards d'euros ou de dollars sur le futur plus grand télescope du monde. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que l'ELT est probablement le dernier plus grand télescope généraliste du monde. Maintenant, l'ELT, on peut travailler avec pendant 80 ans ou 100 ans parce qu'on va changer, le télescope va rester le même. Une grosse partie de l'empreinte environnementale, c'est l'arasement de la montagne, la voiture, la logistique, etc. Alors d'abord, on pourra le faire de manière réduite. Et puis, on peut améliorer les performances des caméras, on peut améliorer l'étude des données, etc. Donc, de toute manière, préoccupation environnementale ou pas, l'astronomie doit muer pour changer, en fait, pour changer sa manière de travailler, parce que, enfin c'est ma conviction, on n'aura plus cette croissance de taille des instruments. Voilà. Et en plus, ça correspond à une nécessité environnementale. Il y a une question, oui, peut-être, Patrick. Je pense qu'il va falloir également changer notre approche, notre rapport aux données et notre méthode un peu de travail au quotidien. Quand on parle avec moi je ne suis pas observateur, hein, moi je fais des simulations numériques, des choses comme ça, mais voilà, j'ai souvent des collègues observateurs qui me disent qu'ils ont parfois trop de données, qu'ils n'arrivent même pas à les exploiter à fond, et que déjà on est en train d'exploiter l'instrument qui vient. Donc
d'une part, donc, il y a peut-être, il est à mon avis possible de réduire compte tenu de la masse, disons, du nombre d'astrophysiciens par donnée, simplement. Et il est sans doute nécessaire d'inventer une science qui soit moins intensive en termes de données, qui est peut-être un retour aussi à ce qu'on avait dans le passé. Hein. On avait quand même un peu moins de données, où elles étaient exploitées peut-être plus à fond. Il y avait d'autres analyses qui étaient faites, aussi plus de théories, peut-être aussi plus de diffusion des savoirs, de communication, qui est un enjeu fondamental qui a été un petit peu abordé par Faucine tout à l'heure, pour faire accepter la transition environnementale. Il est essentiel d'avoir un message qui soit relativement positif, ou même très positif, et aussi peut-être d'aller vers moins de consumérisme et vers peut-être plus d'observation, tu mentionnais l'émerveillement de la nature, enfin, et donc là, l'astrophysique a un mot à dire aussi là-dessus. Donc voilà, peut-être modifier tout ce spectre, réorienter un peu nos activités de façon à baisser les données là, les données d'archives aussi qui sont de plus en plus utilisées. On s'aperçoit qu'on peut faire de la science avec des données d'archives. C'est amusant ce que tu racontes sur le traitement des données, parce que je discutais tout à l'heure avec un astronome amateur que vous connaissez peut-être, Emmanuel Baudouin, qui fait d'ailleurs une présentation dans une salle en ce moment même, et qui me disait, en ce qui concerne l'observation du ciel, oui, mais j'ai fait des tas de photos, mais j'ai pas le temps de les traiter. Donc on est tous dans cette situation, on a tous un smartphone, on prend des tas de photos de vacances, je suis sûr qu'on en a plein, qu'on a oublié, etc. C'est un peu ça le drame de notre époque, et que vous vivez aussi, mais qu'on vit aussi finalement dans d'autres domaines. Essayer de ralentir cette croissance, essayer d'exploiter plus à fond les données. Est-ce que, par exemple, on a 3, je parlais des télescopes géants, on en a 3 en construction. Il y a des projets qui vous semblent mériter une coordination internationale plus forte. Est-ce que c'est un axe que vous défendriez? On n'a peut-être pas besoin d'être en compétition systématique avec les États-Unis ou le Japon? Alors, j'ai plein d'idées de projets pour aller plus loin que le LT. C'est pas ce qui manque. Je ne suis pas le seul. Si on veut faire un instrument qui est plus performant, plus puissant que celui-ci, ça n'est pas dans les moyens d'un État, ça n'est même pas dans les moyens d'un continent comme les États-Unis, mais ça serait une collaboration mondiale. Il y a un projet en collaboration mondiale qui est en cours de développement, qui s'appelle SKA, qui est un projet de radiotélescope géant, Square Kilometer Array, donc d'une surface équivalente d'1 km². Si on est un petit peu comme dans le paradigme de la médecine, qui va être confronté à la même chose, c'est-à-dire que la pointe de la technologie en termes d'instruments médicaux coûte toujours plus cher que la génération d'avant. Et à un moment, il y a une sorte d'embolie qui se produit. Et donc, il faut qu'on réinvente une manière de faire de la science, comme il va falloir qu'on réinvente une manière de faire de la médecine collective, en travaillant, en essayant d'être plus efficient dans la manière d'utiliser les infrastructures existantes, dont les performances peuvent être considérablement améliorées. Regardez par exemple le NEC plus ultra dans les années 50, c'était des télescopes de 5 mètres, le Mont Palomar. Ce standard-là, il a subsisté pendant au moins 25, on va dire 35 ans, jusque 25-30 ans, jusque les années 80, voire même plus, jusqu'au VLT, on va dire, 50 ans. Et pourtant, les performances de ces télescopes ont été colossalement améliorées, parce qu'on a remplacé des plaques photographiques par des détecteurs électroniques qui étaient de plus en plus sensibles. Donc là, on a bien, et de fait d'ailleurs, c'est une des raisons principales pour laquelle on n'a pas commencé à faire des télescopes de 10 mètres dans les années 70, outre la difficulté technologique. Donc il y a beaucoup de progrès à faire de cette manière-là. Simplement, on ne peut plus faire de la science sans penser à la manière dont on l'a fait. C'est ça le message principal. Mais ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, ça sera la même chose dans toute la société, pour toute activité entreprise. Et nous, en tant que communauté, on a un certain degré de liberté. D'une part, parce qu'on est chercheur, on est curieux par nature, on aime bien inventer, on est très au fait. Alors, brasser les nombres, c'est évidemment quelque chose qu'on fait jour et nuit, donc ça, on a une certaine agilité pour ça. Et puis, on a cette capacité à expérimenter des formes d'organisation. On l'a démontré dans les années 70-80 avec
toute la méthodologie des grands projets est venue du monde de l'astronomie et du spatial. Apollo a non seulement permis d'aller sur la Lune, mais a inventé cette méthodologie-là. Donc, on est en position unique pour pouvoir expérimenter ce genre de choses. Et ça, et tout en étant relativement libre de contraintes économiques précises. On n'est pas comme dans l'industrie ou dans la recherche médicale, par exemple, où il y a des enjeux économiques immédiats qui peuvent entraver les expérimentations. Donc je pense que notre communauté est uniquement placée pour expérimenter ces manières de faire. Et c'est un service qu'elle peut rendre à la société. Et encore une fois, c'est une nouvelle manière de faire la science, une nouvelle manière de faire son activité. Et cela en soi, c'est de la recherche. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, effectivement, de l'aspect exploratoire, d'une certaine manière, puisque vous êtes effectivement dégagé de contraintes économiques trop fortes. Donc, vous pouvez essayer des choses. Et finalement, la matière grise sert aussi à ça, à faire une nouvelle façon de faire de la science. Malgré tout, donc on a bien compris qu'on peut, a priori, on peut faire une astronomie dans un monde entre guillemets en décroissance, enfin je parle de décroissance pour la taille des télescopes, disons que voilà, on va pas faire des choses, on a bien compris, beaucoup plus... On va continuer à utiliser les télescopes existants. Bien sûr, évidemment, je veux dire, on fera pas va pas mettre un carton devant le VLT, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il vous montrera. L'investissement en empreinte environnementale, il est au moment de la construction. Ensuite, l'utilisation du télescope, c'est beaucoup plus faible, et en plus, c'est sujet à réduction parce qu'on peut trouver des manières de plus en plus efficientes de l'utiliser. Mais il n'y aura pas, a priori, dans les 50 ans à venir, de télescope de 200 mètres de diamètre installé au Chili. Je ne pense pas. Un télescope monolithique de 200 mètres de diamètre, je ne pense pas que je verrai ça de mon vivant. Moi, j'espère pas. Mais ça consomme quand même un max, les Very Large Télescopes là, qui fonctionnent toute la nuit. Donc, il ne faut pas non plus négliger le coût énergétique. Et qui, en plus, comme je disais, avec tous les conflits géopolitiques qui, en ce moment, et qui augmentent, c'est aussi de plus en plus difficile. Et toute l'extraction, enfin même, on parlait des capteurs. Enfin, en fait, en gros, on est dépendant d'énormément de ressources naturelles qui sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles d'accès. Et ça, va falloir qu'on le prenne en compte. Donc, peut-être qu'il y aura une forme de décroissance, peut-être que certains télescopes seront fermés. Et il va falloir à un moment faire des choix. Et oui, une question quand même, on n'a pas parlé, pourtant c'est essentiel, on est quelques jours après l'élection d'un climato-sceptique à la tête des États-Unis. Comment réagissent vos collègues américains? Alors je parle des Américains parce que c'est la plus grosse communauté mondiale en termes d'astronomie. Est-ce que ces sujets-là les concernent ou pas encore? Ou est-ce que c'est très franco-français ou européen, cette réflexion sur la transition carbone en astronomie? On peut parler tous les trois les uns après les autres parce qu'on a tous les trois des expériences assez différentes. Mais oui, effectivement, donc, cet été, j'ai passé 1 mois et demi aux États-Unis et j'ai fait une discussion ouverte sur ce sujet. Et il se trouve que dans les personnes qui sont venues, c'était les plus jeunes et les plus européens. Donc il y a 2 personnes seulement sur les 25 personnes qui sont venues à cette discussion qui travaillent aux États-Unis et qui sont ressortissants états-uniens. Donc c'était un petit peu déroutant. Et en fait, ils sont très très loin en termes de pensée critique sur ces aspects-là. C'est pas du tout les mêmes combats générationnels, ça, on en parlait un peu, mais en fait, quand on discute, c'est pas leur priorité. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes réflexes. J'ai plein d'anecdotes super rigolotes, humour noir cynique, là-dessus, où par exemple, un collègue qui me dit ah oui, je suis obligée d'avoir une voiture à 7 places parce que j'ai 3 enfants. Alors, je sais pas vous, nous, on a grandi à 3 enfants, on avait une Twingo. Et c'était que pour les vacances. Mais bon, c'est vraiment une mentalité qui est très, très différente. Pareil, on avait en fait 2 conférences, c'est pour ça que je suis restée 1 mois et demi, dont sur la côte ouest, une à Santa Cruz et Pasadena. Il y avait 2 choix. Soit on prenait l'avion, c'était 1h30 et 200 balles. Soit on prenait le train, c'était 10 heures et 200 balles. On est 3 à avoir pris le train sur 20. J'ai réussi à convaincre un Suisse et une Française luxembourgeoise ascendant belge. Voilà, c'était 30 km/h le train. Et puis en plus, il fallait prendre quand même un Uber, parce que là-bas, le moyen de déplacement, c'est la voiture, mais il n'y a pas de taxi, bref, voilà, pour aller jusqu'à Salinas, qui est quand même le trou du Schtroumpf. C'était un peu dangereux de rester là-bas. Mais donc voilà, c'était toute une épopée. Et donc c'est pour dire, il n'y a pas d'infrastructure. Et en même temps, on ne peut pas blâmer des gens qui n'ont pas d'infrastructure de faire le choix de prendre l'avion. S'ils n'ont pas de train, ils n'ont pas de train. Donc c'est ça aussi, il y a vraiment des choix politiques derrière, et tout ça, on sait aussi que c'est le prix des lobbies, les lobbies du pétrole qui, dans les années 60, ont dézingué sur la côte ouest, la côte est et partout aux États-Unis. En fait, tout ce qui était transport public, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, les transports de fret sont prioritaires sur toutes les lignes ferroviaires des États-Unis qui consistent en une paire de rails.
voilà, je vais arrêter là, mais j'en ai plein d'autres si vous voulez. Oui, d'une façon générale, et ça fait partie d'ailleurs de la complexité du problème, c'est que la communauté française est assez en avance dans la prise de conscience, un peu dans l'action, même si on voit que j'ai essayé d'exprimer, la mise en action en pratique est très compliquée, mais ça, c'est toute l'histoire du climat, hein, c'est que vous faites des efforts, etc. Puis à la fin, voilà, c'est parce que l'équation est très complexe. En fait, on est sur un équilibre, on doit changer d'équilibre. Et donc, c'est aussi ce qu'on voit dans les débats publics ou les débats politiques, hein, c'est que la question climatique est tout de suite très, très tendue. Donc, on est confronté à la même situation. Donc, la France, en tout cas, scientifique et astrophysique en particulier, est, je pense, l'une des plus avancées du monde. Et donc, c'est à la fois un frein, parce que du coup, pour les grandes infrastructures, on est amené à discuter avec des collègues qui sont moins avancés. Mais c'est aussi, on peut dire, une opportunité d'avoir un rôle un peu pionnier et d'entraîner derrière nous ces communautés en essayant de discuter avec eux et de les convaincre comme tu as fait, comme on fait tous à notre niveau, quoi. Mais c'est une vraie difficulté. Vincent, est-ce que finalement, faire cette transition, y réfléchir maintenant, il n'est pas trop tard, mais pas trop tôt non plus, d'une certaine manière, et à réussir, est-ce que ça ne nous donnera pas, in fine, finalement, un avantage, puisque on peut imaginer que les sociétés qui ne s'y seront pas préparées, peut-être la vivront moins bien. Je dis ça parce que je l'ai lu dans un des rapports de prospective que j'ai lu, c'est un des axes qui est défendu, c'est que prenons les choses en main et peut-être que sur le long terme, en tout cas, on sera gagnant forcément, même si dans la compétition actuelle, initiale, alors c'est vrai que Trump a dit extrayer, et on sait pas, ça va être compliqué, peut-être pour quelques années, mais sur le long terme, c'est peut-être un pari gagnant. C'est ce qu'a dit Patrick. Hein. Moi, je dirais qu'on a à peu près entre 5 et 7 ans d'avance sur les États-Unis, sur la réflexion. On trouve des chercheurs qui individuellement se posent des questions, mais ça ne percole pas au niveau des structures au-dessus. Et c'est peut-être la situation telle qu'elle existait il y a entre 5 et 10 ans en France. Après, oui, donc on est, d'une certaine manière, ça nous donne un rôle de pionnier, et c'est très bien, et c'est plus difficile d'être pionnier, c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est très bien quand même. Et quoi qu'il arrive, quand bien même la chose qu'il faut réaliser, c'est que cette transition, et surtout l'adaptation au monde bas carbone, elle n'est pas optionnelle, elle se produira quoi qu'il arrive. Et donc, mon credo, c'est que plus on s'y prépare, et plus elle sera gracieuse, et plus elle pourra apporter des bénéfices. Si les gens partent 10 ans plus tard, peut-être que le contre-coup sera beaucoup plus difficile pour eux. Donc, en ce sens-là, on a un avantage. Non, c'était juste pour dire aussi la question des États-Unis, mais des autres pays, c'est en lien aussi avec la façon dont ça fonctionne, le management dans la recherche. Donc typiquement, le nombre de postes, en fait, nous, en France, on bénéficie d'une liberté académique très précieuse et à chouchouter quand même, qui fait que nous, on se permet de prendre notre temps de travail pour réfléchir à ces questions qui sont finalement sociales et pour justement avoir un mouvement au niveau de notre communauté, avec des liens avec les journalistes, avec les politiques, avec aussi des artistes parfois. Et ça, c'est une chance, vraiment, une opportunité qu'on a, qui n'existe pas forcément aux États-Unis, où en fait le système, il y a beaucoup de pression, il y a moins de jours de congé, il doit toujours rendre des comptes à X et Y. Donc il y a ça. Et puis en plus, on en parlait aussi, désolé, comme on en a beaucoup discuté avant cette table ronde, ça a l'impression de répéter des trucs. L'Alaska, qui fait partie des États-Unis, a une position très différente là-dessus, puisque eux, vraiment, pareil, ils ne peuvent pas nier les effets du dérèglement climatique, ils le voient. Donc en fait, il y a beaucoup de nos collègues qui travaillent en Alaska qui, eux, sont à l'avant de ces réflexions et qui sont très, très actifs, qui s'en rendent compte depuis des années, beaucoup plus que des collègues qui vont être dans des endroits qui sont finalement moins impactés. Oui, en tout cas, et cet impact, il se voit aussi parce que, dépendant de notre lien à la nature, si vous êtes des gens qui vous baladez très souvent en forêt ou qui allez en montagne, vous voyez qu'il y a de moins en moins de neige avec les années. Si par exemple, vous vivez dans une ville et que vous ne voyez pas tous ces changements-là, que vous êtes juste abreuvé de publicité à longueur de journée, parce que c'est souvent comme ça que les villes et de voitures, bref. Et désolée. Là, forcément, vous verrez moins, vous
vous le sentirez moins. Donc, il y a aussi tous ces enjeux à prendre en compte. Cette prise de conscience, elle est sur plein de choses. Et puis, bon, finalement, le message qu'on perçoit dans tout ce qu'on dit, c'est que tout est intriqué. C'est une espèce de grosse boule avec plein de dimensions, avec plein de facteurs dedans. En fait, quand on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe en France, ça touche aussi la notion d'évaluation de la recherche. On a parlé tout à l'heure déjà des valeurs, on a parlé des contradictions, des injonctions. Il y a plein de choses à prendre en compte et c'est hyper intéressant d'y penser. Mais comme on dit, ça touche absolument toutes les strates de la société qui sont toutes interconnectées. Très bien, écoutez, merci. Je voulais peut-être terminer. J'avais 2 images. Une qui était de ce cher Albert. En fait, c'était simplement juste un petit écho d'une science. Alors, il ne faut pas être passéiste du tout, mais avec peut-être moins de données et peut-être plus de neurones, moins de silicium, plus de neurones, peut-être un des axes de recherche à creuser que vous avez évoqué. Et la dernière image, je veux quand même terminer sur une superbe image du JWST, parce qu'on a évidemment la tonalité pouvait vous paraître un petit peu pessimiste, et non, il faut pas voir ça comme ça. On est tous ici persuadé que l'astronomie, c'est la plus belle science du monde, allez, disons-le, que les résultats qu'elle produit sont magnifiques, les images aussi, c'est pour ça que je voulais montrer cette image du JWST. Et puis je voulais terminer peut-être, je t'emprunte Vincent ton slogan, et je crois que ce sera peut-être le mot de la fin, mais je te l'emprunte et je le dis à ta place, réfléchir à une nouvelle façon de faire de la science, c'est encore faire de la science, et je pense que c'est vraiment ça le message principal qu'il faut faire passer. Oui, il y a une transition à faire, oui, elle pourra peut-être être difficile, mais en tout cas, c'est votre rôle d'y réfléchir et de l'anticiper. Et ça aussi, c'est enthousiasmant, et c'est peut-être un message aussi pour la jeune génération, ceux qui douteraient de leur vocation. Ils vont devoir réfléchir à ça, et réfléchir, c'est quand même un peu votre métier. Voilà, merci beaucoup.